Bonjour à tous, mon nom est Léon Espinosa, je travaille au laboratoire de chimie bactérienne à Marseille et je vous propose cette vidéo tutoriel pour l'utilisation du plugin MicroBJ développé par Adrien Ducré. Donc après avoir vu dans deux vidéos précédentes le pré-processing de l'image et les premiers réglages généraux du plugin, nous allons continuer à détailler l'interface de cet outil. Donc, il se trouve dans le dossier plugin MicroBJ. Voilà, donc nous avons déjà détaillé le premier onglet Experiment et l'onglet Image. Donc, nous allons passer directement ici au réglage de l'onglet Bacteria. Et nous allons analyser bouton par bouton chaque élément de cette interface. Donc la première chose, c'est que cette interface, cet onglet Bacteria sert à détecter un type d'objets qui vont être appelés les bactéries dans un des canaux de l'image proposée. Donc en l'occurrence, évidemment, nous allons utiliser le canal 1 qui contient l'information du contraste de phase. Qu'est-ce qu'il faut renseigner? Il faut renseigner donc le canal qui contient l'information qu'on va utiliser. Ensuite, il faut renseigner s'il s'agit des objets sombres sur un fond clair, c'est le cas là, c'est pour ça qu'il est réglé en bright, ou s'il s'agit au contraire des objets clairs sur un fond sombre, comme pourrait l'être par exemple des cellules avec un marquage uniforme en fluorescence. Ensuite, on va sélectionner une méthode de détection par intensité, ou en anglais threshold, par seuillage. Donc, les méthodes disponibles sont nombreuses. Elles reprennent en fait les méthodes disponibles dans Imagy, Fiji, que vous connaissez, Default, etc. Toutes les méthodes classiques. Pour ces méthodes-là, les méthodes classiques, nous avons ici à droite un bouton de preview du réglage, voilà, qui permet de voir en overlay le résultat obtenu selon la méthode. Par exemple, si je change ici à max entropie, on voit que les objets sont légèrement différents. Ça peut être carrément très différent comme ici. Donc, ça c'est pour la première partie des réglages. Pour la deuxième partie, toute la partie des réglages de seuillage qui commence par le mot local, on n'a pas des previews parce que en fait, il n'y a pas de valeur seuil déterminée, ou plutôt il y a une correction du background qui s'est fait avant de la recherche du seuil. Et du coup, le bouton est désactivé. Mais par exemple, le local default est extrêmement puissante et pour une image en contraste de phase classique, pour peu qu'elle soit contrastée, donne des résultats parfaits. Pour continuer dans la description des méthodes, ici la roue dentée va nous permettre d'ajuster l'algorithme de seuillage. Donc on peut par exemple restreindre le calcul du seuillage à une région d'intérêt, ROI. Et on peut utiliser l'histogramme de tout le stack. On a ici donc la résolution qui est une résolution en sub-pixels, en 0,5 pixels, c'est-à-dire qu'on extrapole les valeurs de pixels avec une méthode bilinéaire. Et ici, on a donc les paramètres de réglage des seuillages par les méthodes locales, default locales. Dans les cas où, en particulier, on a besoin des paramètres. Donc, pour l'instant, ici, on n'a pas, dans celle que je vous propose, il n'y a pas besoin des paramètres. Ici, donc, ça veut dire include hole, ça veut dire que dans l'objet détecté, on va remplir s'il y a des trous, on va les remplir dans l'objet qui contient le trou. On ne fait pas un objet annulaire. Et très important, on a la possibilité de faire du pré-processing avec les macro-commandes d'Imagy.
Donc, par exemple, ici, on a déjà certaines, comme la subtraction du background, qui sont préprogrammées. Je peux la rajouter et il me crée automatiquement la macro-commande Imagy qui va être appliquée au préalable avant de faire le calcul du seuillage. Et le bouton ici permet d'appliquer la macro à l'image pour voir son effet. Voilà, je crois qu'on peut même charger un fichier texte contenant donc un fichier de pré-processing. Par ailleurs, bon, moi je suis plutôt partisan de le faire à part et de créer une copie du fichier qu'on a pré-processé, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente, et enregistrer une nouvelle version, ce qui permet de revenir assez facilement aux données de départ. Voilà, donc ici, on peut programmer son propre calculateur de seuillage que, pour tout vous dire, je n'ai jamais utilisé, étant donné la puissance déjà des méthodes locales. Donc, je referme ici et il me reste sur cette ligne-là à vous expliquer ce curseur. Donc, ce curseur va créer un offset dans le seuillage. Voilà. Donc, pour le voir plus facilement, je vais revenir à une méthode par défaut, ce qui me permet de faire un aperçu. Alors, par contre, ici, il faut que j'enlève le pré-processing. Voilà. Et puisque c'est un pré-processing, on ne peut pas faire par définition un preview. Et vous allez voir, donc ici, si je mets une valeur négative, le seuillage est moins important, c'est-à-dire qu'en fait, je perds des objets. Voilà. Alors qu'en revanche, quand j'augmente, j'étale un peu plus les régions seuillées. Donc, et comme ça, on peut garder l'automatisme comme je le disais. Voilà, nous continuons donc l'examen de la partie inférieure. Je reviens ici à une méthode locale, default local, qui n'a donc pas de preview. Et pour avoir donc un preview, je saute tous ces réglages de ces trois panneaux. Mais c'est important de passer tout de suite au bouton de preview. Donc, c'est les petits triangles vers la droite, comme ça, qui permettent en fait de voir le preview d'une action. Ici, l'action, c'est de voir les objets détectés. Ces boutons comportent en bas à droite un autre petit triangle qui indique en fait on peut changer l'action commandée par ce bouton avec la roulette de la souris. Si on se place dessus et on fait défiler la roulette, l'aspect du bouton change. Et dans ce cas-là, les doubles flèches veut dire qu'on va appliquer un pré-réglage, qu'on va regarder le résultat d'un pré-réglage pour tout un stack temporel. Si je lance les doubles triangles, il va faire le preview sur l'ensemble des frames, alors qu'actuellement, vous voyez, c'est uniquement sur la première qu'on a les objets détectés. Ça prend quelques secondes, mais ça vaut le coup de le lancer pour voir la différence. Donc, bien sûr, le temps va être lié aux capacités de votre ordinateur et à la taille du stack. On va dire que c'est assez gourmand en ressources, assez vite. Et plus vous allez choisir des options, notamment les options de segmentation actuellement qui est cochée, et ça sera de plus en plus long.
Voilà, il a fini. Et maintenant, quand je fais dérouler le temps, eh bien, j'ai un preview de tout ce qui a été détecté. Voilà, donc j'avais besoin de passer par cette étape pour pouvoir expliquer au fur et à mesure et faire les previews du reste de l'interface. Donc, on revient ici, si on voit du haut en bas, on a le chiffre 1 avec à côté un plus. En fait, parce que sur tous les éléments qu'on va voir par la suite, comme par exemple le maxima ou à l'intérieur des options, on peut avoir plusieurs niveaux de détection. Donc, en général, pour détecter les cellules comme ici, on a besoin que d'un seul niveau. Mais supposons que vous ayez deux morphologies très distinctes et que vous voulez les analyser séparément, vous allez pouvoir faire un premier réglage. Et si je clique ici sur le signe plus, vous aurez un deuxième réglage indépendant du premier, ou plutôt les objets rejetés du premier réglage seront ensuite traités par la deuxième catégorie de réglages. Les noms de ces deux onglets est ici en gris. Je ne sais pas si ça se voit correctement. Il s'appelle Morphologie 1 et celui-là Morphologie 2. Et même si c'est en gris comme ça, on peut les éditer. Donc, cell type 1, voilà. Et donc, on pourrait mettre ici cells type 2. Ça peut être très pratique, par exemple, dans l'étude des mini-cells ou des mutants de forme. Tout ce qui demande d'identifier deux morphologies différentes. En l'occurrence, ici, c'est une population uniforme et on va se contenter donc que d'un seul réglage. Je vais décocher le deuxième. Voilà. Donc, comment on effectue les réglages des détections? La première chose, c'est de choisir le modèle géométrique qu'on veut utiliser. Et c'est cet réglage en liste déroulante, juste ici. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 types de réglages. On ne va pas tous les voir parce que certains sont assez spécifiques. Basique veut dire en fait qu'on ne fait pas d'hypothèse sur le fait que ce soit un objet type bactérie. C'est juste les objets issus du seuillage. Donc là, si je regarde le preview, on va voir que par exemple, cet objet qui est en fait un groupe de cellules ne pose pas de problème, il est parfaitement détecté, il est un peu lissé, mais c'est un objet. Évidemment, ici, j'avais déjà des restrictions que je vais faire un reset pour partir sans aucune restriction et je relance la détection et en gros, tout ce qui ne touche pas les bords, puisque ici dans les options, j'ai une option pour ne pas détecter les objets qui touchent les bords, mais même si on l'enlève, en fait, je vais enlever toutes les options. On les remettra au fur et à mesure qu'on aura besoin. Voilà, là, donc tous les objets de l'image sont détectés, ils sont en vert et on pourrait travailler dessus. C'est donc le réglage basique. Un peu plus sophistiqué va être le réglage lissé qui va donc appliquer un lissage sur les contours. Mais là encore, on ne fait pas d'hypothèse sur la morphologie, sur une morphologie de type cellule allongée ou quelle que soit la morphologie. Donc là encore, tout est détecté. Le troisième, qui est le réglage par défaut et qui est le plus utilisé, c'est Medial Axis. Et vous allez voir que, en fait, rien qu'en changeant de modèle, ici en prenant le modèle Medial Axis, qui veut dire qu'en fait, on s'attend à avoir des objets qui ont une symétrie axiale
et on va faire disparaître un grand nombre d'objets qui ne correspondent pas à cette définition. Voilà, donc tous les objets qui ne sont pas des objets un peu allongés, un minimum allongé, sont maintenant en rouge parce que ils ne correspondent plus à la définition du medial axis. Donc ici, par exemple, il me dit qu'il y a 4 pôles et 8 jonctions, donc ce n'est pas un objet qui comporte un axe médian, un objet qui est correct dans cette définition-là est un objet qui a 2 pôles, et strictement 2 pôles, pas 3, pas moins. Donc c'est pour ça que c'est le modèle géométrique le plus utilisé, et disons celui de base, puisqu'on s'intéresse à des morphologies bactériennes. Le suivant, fit shape, en fait, a un deuxième réglage, c'est le système va essayer de s'accorder au mieux à un modèle géométrique donné. Donc, le premier, c'est le rod shape. Et ici, il va y avoir croissant, circulaire ou elliptique, et le plus grand cercle. Donc, là, si je relance le preview, on va voir que les objets apparaissent plus géométriques, en fait, comme ici, par exemple. Vous voyez, c'est un parfait demi-cercle à la pointe. Je pense que pour les objets réguliers, c'est encore plus flagrant. Ou par exemple ici, en fait, il a considéré que cet ensemble de cellules était un filament de forme rod shape, et il a imposé une forme régulière. Voilà. Donc, c'est à utiliser avec précaution parce que, comme vous pouvez voir là, il va quand même forcer la détection du contour à quelque chose de très géométrique. Et par exemple ici, on n'a plus la restriction au milieu de la cellule qui indique que ces deux cellules sont en division, ou ici, un groupe de cellules est interprété comme un seul filament. Voilà, donc les autres, si on se met par exemple en croissant, donc il va chercher des croissants, mais là il n'y en a pas. Donc je pense que bon, ça c'est à appliquer à chaque type cellulaire. Simplement, c'est important de savoir qu'à côté il y a une règle, un bouton avec une petite règle, qui en fait sont les options de ces modèles. Donc, qui vont donner le ratio entre les pôles et le diamètre cellulaire, etc. En fait, c'est-à-dire la pôle excentricité, le coefficient de shape, etc. Donc, certains sont intéressants à modifier, comme par exemple l'algorithme de lissage. Plus ce chiffre est élevé, plus le contour va être lissé. Donc, selon ce qu'on veut avoir, ça peut être intéressant de jouer avec la taille du noyau de lissage. Voilà. Donc, on va revenir ici au medial axis, et je relance le preview pour voir cet effet de lissage. On peut par exemple, ici sur cette cellule, le voir avec une taille de 1. Je ne sais pas si on peut mettre 0,5. Voilà, il est un peu irrégulier. Et si je me mets à 3, par exemple, et je le relance, l'aspect est beaucoup plus lisse, beaucoup plus régulier, il y a moins d'infractuosité. Donc, c'est ce type de réglages fins qui sont un peu compliqués à découvrir, parce que dans des boutons pas forcément évidents.
Je résume, en fait, depuis le début, pour la détection des cellules, ici, on a uniquement besoin d'une méthode de seuillage. Tout le reste, comme vous pouvez voir, est décoché. Et toutes les restrictions en termes des paramètres morphologiques sont entre 0 et max, donc libre des variés. Et finalement, avec uniquement une méthode de seuillage et un modèle géométrique, comme vous pouvez le voir sur le preview, on a pratiquement déjà fait le travail des segmentations des cellules. Donc, c'est la puissance de ce système que même pas avec les réglages par défaut, ça marche très bien. Et cependant, donc, on va passer maintenant à toute cette partie-là, c'est-à-dire la création d'un ensemble de settings qui vont filtrer spécifiquement les objets qu'on veut conserver ou même essayer de pousser la segmentation un peu plus loin pour récupérer des objets qui sont mal segmentés. Alors la première chose, la plus simple à faire, c'est effectivement exclure définitivement des particules qu'on veut rejeter. Donc typiquement les petites particules, ici un débris, on va utiliser par exemple la surface. Donc quand on fait un aperçu de réglage, il crée en overlay un résumé des mesures faites pour l'objet pointé. Et c'est ce qui va pouvoir permettre de comparer par exemple entre un objet qu'on veut rejeter et cette cellule à côté qu'on veut garder. Et là, une surface de 4,64 microns carrés, alors que celle-ci avait 0,50. Donc on va dire qu'on veut même des cellules à la moitié de ça. On peut descendre ici à 1 ou 2 microns carrés. Allez, on va dire 2. Et je relance le preview à chaque fois pour voir l'effet. Ici, les petits débris cellulaires, il y en avait un là et un là, sont rejetés. En général, rien qu'avec un seul réglage de surface, d'area, de restriction, ici, on arrive à rejeter tout ce qui est débris, tout ce qu'on ne veut pas. Et en sachant que les groupes des cellules sont automatiquement rejetés. Maintenant, on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire plutôt d'inclure ou de corriger des éléments qu'on sait être des cellules, mais qui, à cause du seuillage, du contraste, ne sont pas correctement séparés ou segmentés. Donc, on a deux cas. Ici, le cas de cette cellule en division et là, le cas du groupe. Donc, la logique est la suivante. Il faut commencer par rejeter ces objets-là pour ensuite demander au système d'essayer de les réinclure par une meilleure segmentation. Donc, ça se fait avec le fait de les rejeter va se faire donc avec ces paramètres morphologiques. Le premier qui est très utile, c'est la largeur. Parce que la largeur dans les bactéries est quelque chose de morphologiquement très conservé. Quelle que soit leur longueur pour une espèce donnée, elles ont, dans une condition d'expérimentation donnée, elles ont toutes la même largeur et en particulier toute la même variabilité, la variation ici, le paramètre de variation des largeurs. Donc, des objets qui auraient une variation trop importante ou une largeur moyenne différente serait à rejeter. Par exemple, celle-ci qui n'a pas de restriction au milieu a une variation de 0,07 alors que celle qui a une restriction, elle est à 0,1. Bon, la différence n'est pas énorme,
mais on peut se mettre ici pour l'exemple. Alors, pour ouvrir les réglages des largeurs, ici Width, il faut cliquer sur la petite croix et il nous donne accès au range, aux paramètres des variations et à la symétrie. Donc, si ici, par exemple, je me mets, je vais laisser à 0,1 ou pour exclure le groupe des cellules qui sont en division, je vais mettre à 0,09, c'était à 0,07. Et voilà, maintenant, il est rejeté et il me met en rouge la raison de pourquoi il est rejeté. Et, bon, cet écart entre 0,1 et 0,09 est trop faible. Là, ça marche bien, mais il va certainement pas marcher. Je pense que là, pour tout, et puis une variabilité ici entre 0 et 0,09 est assez restrictive. Donc, je préfère la garder à 0,1, voire 0,2 en fait. C'est une valeur plus prudente. En revanche, on peut utiliser la longueur parce que on peut imaginer que tous les objets très longs, ce soit des cellules en division qu'on va essayer de séparer en deux. Donc, si on prend comme référence à peu près la longueur de ces cellules, qui est à 6,45, et celle-ci, elle est à 13, donc à peu près le double, en se donnant un peu de marge, on va mettre par exemple ici une longueur maximum de 9 ou 10. On va se mettre déjà à 10. Voilà. Donc, cette fois-ci, pardon, j'ai fait l'inverse. Ici, je vais laisser le 0 et c'est le maximum qui va être à 10. Voilà. Donc, effectivement, ce groupe est à nouveau rejeté, mais non plus à cause de la variation de la largeur, mais à cause de la longueur. Et l'idée de faire ça est d'utiliser maintenant les options. Certaines que je clique par défaut, on exclut les objets qui touchent les bords parce que du coup les paramètres morphologiques n'ont plus beaucoup de sens. Et le fait d'essayer de les resegmenter, ça s'appelle segmentation. Voilà. Et donc le preview montre maintenant que on a eu du succès puisque maintenant on a deux cellules indépendantes. Là on avait une seule et qui avait été rejetée par la longueur. Et même ici, donc, ce groupe de cellules qui était rejeté à cause du modèle medial axis. C'est-à-dire qu'implicitement, il ne correspondait pas aux critères deux pôles, strictement deux pôles. Et c'est pour ça qu'il était déjà en rouge. Je n'ai pas eu à jouer avec les paramètres pour l'exclure. Et l'outil de segmentation résout ce groupe de cellules correctement. Et comme je disais, sur un long time-lapse, le fait de faire la segmentation prend beaucoup de temps et parfois il vaut mieux ne pas avoir beaucoup de cellules, mais aller suffisamment rapidement. Voilà. Donc, pour l'instant, si j'ai pas besoin d'autre chose, je peux me limiter à ça. Je vais quand même vous parler donc des paramètres, la circularité. Et, bon, je vous renvoie pour certaines choses aux définitions classiques, notamment les définitions qui sont dans les modes d'emploi d'Imagy. Donc, c'est un ratio normalisé entre le périmètre et la surface. Le rayon de courbure de l'objet, et un paramètre issu de l'axe médian qui est la sinuosité ou l'angularité, qui permettent en fait de trier entre des objets disons, qui sont entortillés ou qui sont tout droits. La solidité qui est un paramètre des courbures puisque c'est le ratio entre la surface convexe et la surface de l'objet. Et donc pareil, il existe dans Imagy. L'intensité, donc là on a des paramètres d'intensité des pixels avec les petits croix à côté qui permettent
ici, par exemple, de régler le Z-score, donc qui permet de faire un seuil, enfin, un filtre sur l'intensité des objets, par exemple pour des cellules un peu transparentes qui sont mortes, qui en contraste de phase vont apparaître un peu transparentes, on va pouvoir mettre des conditions de marquage. Et les paramètres avancés sont ceux dont on parlait liés au modèle medial axis, en particulier le nombre de pôles, etc. Et ici, à la fin, il y a un cutoff de nombre d'objets dans l'image et des surfaces maximum des objets pour éviter que le système se bloque à compter une image mal seuillée, par exemple, où il y a des dizaines de milliers de pixels dans le seuillage et qui, du coup, font planter le système. Donc, comme ça, quand il arrive à un certain nombre, mais qui est paramétrable, il s'arrête et il n'en détecte pas d'autres. Et ce qui permet de ne pas rester bloqué. Donc, je vous propose qu'on arrête cette partie ici. On va séparer en deux l'explication de l'onglet Bacteria, puisque la deuxième partie va concerner tous les autres réglages qui ne font pas partie de la détection à proprement parler. Juste un point, parce que comme ça on n'aura pas à revenir. Ici, vous voyez que du fait qu'on est en medial axis, donc on s'attend à avoir exactement deux pôles, je ne peux pas modifier ce réglage. Si je veux sortir du medial axis et mesurer un nombre de pôles, les objets par exemple en étoile ou j'en sais rien, ou qui seraient bifides, il faut que je coche ici le fait de mesurer les branchements. Et là, il me donne accès au nombre de pôles. Merci beaucoup.